Genre, pour ceux qui te connaissent pas, un peu ton parcours. Donc comment tu t'es installé où et quel type de production et quel type de pâturage, tu fais, quoi? Bien, écoutez, bonsoir, bonsoir à tous. Je me suis installé en 2018. Auparavant, j'étais conseiller agricole à la chambre d'agriculture de mon département. Ça va vous permettre de comprendre le cheminement. Et en fait, j'ai toujours été sensibilisé sur les sols, sur la préservation des sols. En l'espace, j'ai travaillé à la chambre une petite vingtaine d'années. Durant ce laps de temps, régulièrement, je sentais et je voyais, je constatais par des profils que les sols en fait partaient un petit peu en sucette, quoi. L'idée c'était donc je m'occupais de groupes de développement agricole avec d'autres collègues et l'idée c'était de constituer un groupe spécifique dans le département sur l'amélioration, la préservation de la qualité de ces sols. Au départ, il n'y avait pas forcément l'objectif d'aller sur l'agriculture de conservation qu'on appelle aujourd'hui maintenant agriculture régénérative, voilà, on peut discuter sur la sémantique de tout ça, mais bon, bref. Et en fait, très très vite, quand on a monté le groupe, on s'est rendu compte que cette approche-là avait quand même pas mal de vertus. Donc on a démarré là-dessus. Le groupe a progressé très très vite. Quand vous avez des gars moteurs et motivés, en fait, ça va tout seul. À un moment donné, je leur ai dit, on progressait bien, les systèmes de culture, les systèmes d'exploitation se mettaient bien en place. Et je leur ai dit à un moment donné, les gars, si on veut monter encore d'un cran, si on cherche à toucher un peu le Graal, il va falloir qu'on remette des animaux dans nos systèmes et qu'on repense la place de l'élevage dans nos systèmes de production. Alors autant vous dire que quand vous parlez de ça à des gars, des céréaliers de Beauce, comme je dis souvent, c'est comme si on leur parlait en mandarin, quoi. Alors je sais pas parler le mandarin, donc voilà. Donc c'était pas évident. Et puis mais je savais qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus. 2013, j'ai fait un voyage aux États-Unis avec le réseau Base qui m'a conforté dans le fait qu'il fallait vraiment, vraiment remettre les animaux. Donc on était allé dans le Minnesota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, et puis on était rentré un petit peu dans la partie, c'était la partie est du Montana. Et en revenant, j'ai dit ok, c'est ça. Et en fait, le choc que j'ai eu aussi, c'est que là-haut, j'ai entendu parler de personnes comme André Voisin, alors que jusqu'ici, j'en avais jamais entendu parler. Le choc, ça a été quand on est allé voir un éleveur de bisons. Le gars élevait 5 ou 600 bisons. Donc imaginez, vous prenez des pistes, vous faites 25 km de pistes, et puis vous arrivez dans une vallée, et puis là, donc tout autour de la vallée, vous avez les 500-600 bisons qui sont là, et la maison en plein milieu. Et le gars nous a parlé d'André Voisin, de l'Anne Savory, voilà, mais surtout André Voisin. Donc, et en fait, ces livres de chevet, c'était les bouquins d'André Voisin. Donc, en revenant en France, j'ai dit les gars, voilà, maintenant, il faut qu'on y aille. Je sentais que ça allait être difficile. Et crise de la quarantaine approchant, j'ai dit, moi, je vais faire. Et donc, j'ai démissionné de la chambre. J'ai acheté 50 gus. Et je me suis installé chez un des agriculteurs que j'accompagnais dans le groupe, qui était aussi fada que moi, voire certainement même plus, que vous connaissez peut-être dans les réseaux, qui s'appelle Christophe Piou. L'objectif, c'était de se dire, on va remettre des prairies dans le système, on va retrouver un peu plus de cohérence. Lui, il était en réflexion pour avoir des ovins. Et le deal, c'était d'essayer de voir comment on pouvait reconstruire, repenser une approche agricole avec un gars comme moi qui arrive juste avec des animaux, qui n'a pas de terre, qui n'a pas de bâtiment, qui n'a pas de matériel. Et moi, j'apportais en fait de la matière grise et du conseil en échange. Donc, on a démarré comme ça. On a fait fabriquer des barrières en alu, des barrières mobiles, parce qu'on n'avait pas de prairies. Enfin, des prairies, on les avait, mais on n'avait pas de parc, rien n'était fait. Et on a tourné pendant plus d'une année ou deux avec mes vaches et ces brebis dans les parcs en alu sur roues qu'on déplaçait tous les jours, tous les 2 jours, dans ce qu'on avait fait en prairie. Donc on a démarré comme ça. Et puis le hasard de la vie a fait que, donc en même temps, j'ai monté une société de conseil en agronomie et en agriculture de conservation. Et le hasard de la vie a fait que j'ai trouvé une ferme juste à côté de celle de Frédéric Thomas, qui au passage était en fait un agriculteur du groupe de développement sur lequel je travaillais. Donc je connaissais déjà, que j'ai repris ces terres-là et a commencé en fait une nouvelle aventure puisque j'ai repris les terres avec un objectif, c'était de ne reprendre aucun bâtiment et zéro matériel. Et le deal, c'était de se dire avec Fred, il est possible que le matériel chez Fred soit sous-exploité et qu'en plus, lui, n'habitant pas sur la ferme, il avait besoin
d'avoir entre guillemets un genre de chef de culture pour superviser un peu son activité. Et donc on a monté une forme de communauté d'intérêt. Nous on appelle ça comme ça. Alors c'est pas un GAEX, c'est pas voilà, c'est un contrat moral qu'on a entre nous. Et donc on a monté ce schéma-là. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on est donc si on compte Frédéric, moi, José, 3, la plateforme de compost, 4, Christophe, 5, le gars qui a monté sa chèvrerie, 6. On est à peu près 6 à travailler ensemble et à mutualiser pas mal de choses. Voilà. Mais le centre névralgique, c'est quand même chez Frédéric Thomas. Donc en fait, moi, il m'offre son infrastructure, je supervise ses terres, je lui fais des interventions, on travaille sous une forme d'entraide et je loue du matériel aussi. Et en fait, moi, ça m'a permis de m'installer avec les moindres frais possibles parce que sur 70 hectares, vous comprendrez bien qu'acheter un semoir à semi-direct à 80 000 balles et un tracteur à 80 000, bah, c'est niette, quoi. Enfin, jamais de la vie, quoi. Donc, on a un barème, on s'est fixé sur le barème d'entraide au niveau du matériel aussi. Et donc, on fonctionne comme ça. Donc, l'objectif, en fait, au jour d'aujourd'hui, dans mon système, j'ai fait croître mon cheptel de bovins. Donc en fait, j'ai des bovins, donc j'ai des Angus. Aujourd'hui, j'ai 10 mères Angus avec les petits et j'ai une soixantaine de brebis. Dans les 60, j'en ai une dizaine là qui sont des antenaises. Et puis j'ai tous les petits derrière ceux qui suivent. Donc voilà en gros le volume d'animaux que j'ai. Et en fait, j'ai dimensionné ça en fonction de la disponibilité en biomasse de mon système. Je ne veux pas être en fait tributaire d'un achat extérieur. Je pourrais éventuellement le faire, mais ça a un coût. Regardez en ce moment ce qui se passe. Acheter de la matière à l'extérieur, c'est pas donné et encore faut-il en avoir. C'est pour ça aussi que je ne monte pas mon cheptel plus haut parce que je sais pertinemment que mes terres ne sont pas capables au jour d'aujourd'hui de subvenir correctement au système que je mets en place. Voilà, avec l'alimentation des animaux et la partie céréalière. Voilà en gros. Donc la répartition sur la ferme. Donc j'ai oublié de vous dire que en fait je me suis installé et la banque a pu me suivre parce que j'ai souscrit à une MAE. Donc financièrement, le système tient aussi parce qu'il y a gros d'aide, mais que l'objectif c'est d'essayer de substituer en fait cette MAE le jour où je ne l'aurai plus avec une rentabilité avec mes animaux. Chose qui se fait, voilà, qui est faite. Pouvoir discuter sur la rentabilité et ce que ça me laisse par animaux. Voilà comment ça marche. Alors en termes de potentiel de rendement, sur des productions en système classique, les gars tournent à 30 quintaux hein, depuis une petite, on va dire 6, 5, 6, 8 ans. C'est 30, 30, 40 quand tout va bien, quoi. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Frédéric aujourd'hui, les rendements moyens en céréales dans ces systèmes en semi-direct depuis 25 ans, au jour d'aujourd'hui, tournent plutôt aux alentours de 50-60 quintaux en céréales. En maïs, on est aux alentours de 70 quintaux. Cette année, ça fera pas ça, ça va faire 40, mais quand les autres ne vont pas faire grand-chose, c'est-à-dire ils vont être en dessous de 20 quintaux. Moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, au bout de 5 ans, j'oscille entre les deux, c'est-à-dire que cette année, j'ai fait en rendement triticale, j'ai fait 40 quintaux. Donc j'estime que pour moi, c'est quand même bien parce qu'auparavant, j'étais plutôt en dessous. En maïs, j'ai pas fait de maïs cette année, j'ai fait plutôt du sarrasin. On va voir ce que ça va donner parce que les floraisons étaient difficiles et que je suis pas sûr qu'on ait eu des bonnes noisons et qu'on ait suffisamment de grains, donc on verra bien. En matière sèche, en production dans mes prairies, dans les prairies naturelles ou même les prairies temporaires, qui sont des mélanges fétu, craie gras, trèfle blanc nain, trèfle blanc demi-nain, trèfle violet. Quand il en reste encore, je suis à peu près sur des productions de matière sèche de 4 tonnes. Et en fait, ce que l'on voit, je pense que vous pouvez le mettre, appliquer cette chose-là un peu partout quand vous êtes éleveur, c'est que la production de matière sèche que vous pouvez avoir dans vos prairies, c'est à peu près le rendement que vous faites en céréales, grosso modo. Donc l'objectif, c'est de monter bien sûr cette production de biomasse. Et donc, les animaux sont là comme un outil dans le système pour m'améliorer le système de production pour la simple bonne raison, c'est que
en produisant du carbone. Le carbone que je produis, c'est bien joli de le produire, mais il faut qu'il tourne. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, j'en tire des dividendes. Donc c'est comment combiner le système avec les animaux et les cultures pour avoir un flux de carbone au long cours sur chaque parcelle à l'hectare. On dynamise le flux de carbone. Et grâce aux animaux, en fait, eh bien, je vais travailler comme avec un outil. C'est-à-dire que quand je suis sur des couverts, eh bien, en fonction des parcelles que j'ai, que je commence maintenant à connaître mieux, je vais laisser plus ou moins de matière en surface ou faire tout manger si j'estime que derrière, ça va me permettre de faire repartir le système beaucoup plus vite sous forme labile, ou alors plutôt avoir des sessions élevées, laisser en surface et ne pas tout manger. Bon, voilà, c'est des exemples. Après, dans les systèmes pâturants, que je fais du pâturage dynamique, ou tout du moins j'essaie, parce que je pense que ça fait partie, c'est très technique, le pâturage dynamique. Pour avoir été conseiller en grande culture, conseillant des phytos, c'est beaucoup plus technique de faire du pâturage dynamique que de préconiser 1 demi-litre de fongicide. C'est clair. Donc en fait, j'essaie de mettre en place, j'essaie de marcher par tiers. Là, par exemple, là où j'ai mes vaches, j'ai une douzaine d'hectares de prairies. De chaque côté, j'ai environ 4 hectares de parcelles qui sont plutôt orientées grande culture, qui sont aussi vouées à produire des fourrages, notamment des fourrages d'été. Sur la prairie, je marche en tiers, c'est-à-dire que tous les ans, je fais une partie en pâturage dynamique, une partie en stock sur pied et une partie en fourrage, puisqu'il me faut de l'affouragement hivernal. Et en fait, je tourne. Tous les ans, je change mes emplacements. Le fourrage, il est destiné donc plutôt à la partie hivernale, et donc je le fais en bale grazing. J'aligne mes ballots. Alors j'ai testé pas mal de choses, des alignements en damier très très denses, des alignements en damier un peu plus light, des alignements plutôt le long des lignes techno, déroulement d'un ballot par jour avec un fil frontal et un fil à l'arrière, et en fait je fais du dynamique en pâturage de ballot. Voilà comment je travaille. Et au jour d'aujourd'hui, le plus intéressant, on va dire, mais ce qui nécessite le plus de travail, ce dernier, c'est-à-dire dérouler des ballots, un ballot par jour. Derrière ça, on en perd moins. Et ce qui reste au sol, moi je considère que je ne le perds pas, puisque ça me permet d'améliorer la fertilité de mes sols. Mais je dirais qu'il y a un moment donné, il y a un juste milieu qu'il faut avoir. Et pour moi, ça me paraît être le plus intéressant. Je ne vous dis pas que je ne fais pas du damier, mais quand je fais du damier, c'est plus pour caler les choses. Par exemple, quand je pars quelques jours en hiver et que mon collègue, pour pas l'embêter, en fait, on ouvre 4 ou 5 ballots pour 4-5 jours, et puis on avance en damier comme ça en frontal. Voilà pour l'organisation. Alors après, sur la partie, donc en gros, j'ai 50% de prairies, un peu plus de 50% de prairies sur mon exploitation, donc prairies temporaires et prairies permanentes. Et dans le reste, j'ai quasiment la moitié allouée au fourrage d'été. Et ces fourrages d'été, je les fais dans une approche que j'appelle moi les métémax, c'est-à-dire que je fais un métail que je relais avec soit un biomax ou soit un sorgho. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux chez moi pour produire, maximiser la production de biomasse et fournir de l'alimentation de qualité à mes animaux. Donc en gros, je fais un métail. Ce métail, il est plutôt destiné à mon sol. Si en sortie d'hiver, en fait, le printemps tarde à arriver et repartir en pâturage dynamique au mois de mars, c'est un peu tôt et qu'il faut quand même alimenter les animaux, ben, en fait, je passe sur mes métails, j'alimente mes animaux sur mes métails, et dès que la date que les prairies sont prêtes à repartir, je les repasse sur la prairie pour partir en pâturage dynamique. Et puis le reste du métail, ben, de toute façon, c'est pour mon sol. Donc il y a toujours une ration sol. Dans le système que je mets en place, je pense en priorité à mon sol. Et donc après ce métail-là, je fais soit des biomax qu'on sème habituellement post-récolte. Et ben moi en fait je les sème fin avril, parce qu'en fait c'est la meilleure époque pour sortir de la grosse came. Et si je fais du biomax, les biomax sont plutôt orientés mélange maïs, tournesol, avoine brésilienne, facélie, vesse. Je dois en oublier, enfin voilà. Et en fait, par rapport à un sorgho, le sorgho, on le sème plutôt, nous, au 15 de mai. Ce qui veut dire que pour espérer avoir quelque chose qui commence à être intéressant pour être maturé, il faut que j'attende le 15 de juillet. Entre fin mai et le 15 juillet, ben, il y a toute cette période de juin qui est un peu délicate chez moi, où souvent les prairies sont paillasses, on est en culotte courte, et en fait, ces biomax ben, m'aident à passer ce cap. J'y vois un intérêt de cette façon-là.
et en même temps, ça me permet de commencer à avoir, notamment quand vous arrivez début juillet, les tournesols sont en fleurs et moi j'ai un apiculteur chez moi. Quand vous avez, j'ai oublié, de mettre aussi, des fois du sarrasin, mais des fois il passe pas parce qu'à la date où on le sème, ça passe pas tout le temps. De culture prairie, biomax, tu es quand même arrivé à tenir, la sécheresse sans supplémenter en foin ou quoi que ce soit? Oui, alors, j'ai été obligé de faire quand même quelques jonctions avec du foin et je suis passé en fait sur, du stock sur pied en attendant que les sorgho repartent sur le deuxième tour sur les sorgho. Donc en fait, comme j'ai du stock sur pied aussi, bah, je jongle entre du stock sur pied, du sorgho, du biomax, un peu de foin. J'essaie de limiter autant que faire se peut. Donc cette année, j'en ai utilisé, un peu par rapport à l'année dernière où c'était zéro l'année dernière, mais on avait un contexte climatique voilà, qui était là, hein, donc ça posait pas de problème. Mais globalement, je pense que ce qui a fait aussi que j'ai été obligé de mettre du foin, c'est que je me suis loupé dans l'implantation de mes sorgho, comme je vous disais, et qu'il m'aurait fallu 40 unités d'azote pour les envoyer. Parce qu'en fait, là, c'est plutôt les kénopodes qui ont pris le dessus, et donc ça m'a biaisé un peu le système. Bon, les kénopodes, les vaches, les brebis, elles aiment ça, mais bon, c'est quand même plus sympa du sorgho. Tu crois pas, c'est le sec qui t'a fait le sorgho, un peu moins productif cette année? Tu crois Ah vraiment non, tu mais moi, crois non, que c'est sûr et certain, c'est l'azote et un autre point j'oubliais, dans la gestion du désherbage, on a du chien dent chez nous. J'ai forcé un peu sur certaines zones avec du glypho. Comme en fait, j'ai pas de CEC dans mon système et au mois de juin, mai-juin, là, nous on a eu quand même pas mal de pluie, hein, on a eu probablement 70 millimètres, 80 millimètres à une période. Je pense que en fait, j'ai eu aussi un peu de phyto dans le système. Et donc, ça m'a flingué un peu mon sorgho. J'ai cumulé deux bêtises, en fait, qui m'ont sanctionné directement. Mais c'est pas lié aux conditions climatiques. Encore une fois, enfin, pour moi, quand je vois comment le sorgho a tenu dans la période critique, là, durant un mois, pâturé, parce qu'en plus, je les ai fait pâturer un peu fort. J'ai pas trop laissé de résiduel et à tort. Ils sont repartis, je suis plutôt surpris, quoi. super intéressant que du coup, en fait, tu dis, c'est vraiment lié à ta gestion et pas forcément à ce qui t'arrive dessus comme par exemple une sécheresse. Ouais, Mais en fait, non, c'est pour ta gestion, quoi. Qui tu mets en je, faute.